Matryoshka. Bonjour Hans Wiesmann, vous êtes philosophe. Merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence. On parle de la valeur du lien. Maintenant, comment reconnaître la légitimité d'une autre génération? C'est la question qu'on se pose. Alors, le lien, on se rend compte que finalement, ça peut être un canal au travers duquel beaucoup de choses peuvent circuler. Mais quel est le mécanisme de la reconnaissance qui est intergénérationnel et qui est tant attendu pour arriver à s'entendre? Qu'est-ce que sont ces mécanismes et en quoi est-ce que la reconnaissance se distingue-t-elle finalement d'une certaine tolérance qu'on pourrait avoir à l'égard des jeunes générations en disant « bon, bah, voilà, j'accepte, ils demandent ça, j'accepte, je tolère ». Quel est le distinguo qu'on peut faire? Je pense effectivement qu'il est utile de commencer, c'est un peu rébarbatif, par clarifier ce que parler veut dire, c'est-à-dire quelles sont les véritables significations des mots qu'on utilise, parfois avec beaucoup de bons sentiments, pas nécessairement à bon escient. Donc, d'où, je reprends votre question au vol, l'utilité de distinguer la reconnaissance de la tolérance. Alors, en 3 mots, la tolérance, tolerantia en latin, vient d'un verbe tolerare qui veut dire porter de lourdes charges. Et par extension, ça veut dire supporter ce qui nous pèse, c'est-à-dire quelque chose qui peut être physiquement lourd à supporter ou moralement ou psychiquement difficile à vivre. Eh bien, cette définition de la tolérance a une conséquence qui est tout à fait essentielle pour la distinguer de la reconnaissance, c'est que c'est un rapport unilatéral, parce que c'est celui qui supporte ce qui lui pèse peut à tout moment décréter que c'est insupportable. Alors que la reconnaissance, à la différence de la tolérance, qui est d'ailleurs synonyme du mot souffrance, puisque le verbe tolerare en latin a un synonyme, c'est souffere, c'est littéralement supporter, et de là dérive le mot français souffrance. Alors, ne pas pouvoir souffrir quelqu'un, par exemple, atteste de cette relation unilatérale qui fait que c'est celui qui souffre qui décide de la fin de cette relation. Alors, le grand théoricien de la tolérance qui a été saint Augustin, et ça illustre parfaitement cette souffrance que représente la tolérance, a soutenu que le chrétien doit tolérer le païen tant que subsiste un espoir de le voir se convertir. À partir du moment où on rencontre un refus obstiné du baptême, cette souffrance devient intolérable. Ça, c'est saint Augustin. Or, la reconnaissance, à la différence de la tolérance, est une relation réciproque. C'est-à-dire, elle repose sur l'établissement d'une sorte d'accord, au sens musical du terme, dans lequel résonnent ensemble 2 réalités différentes. 2 tons pour la musique, mais là, ça peut être 2 conceptions de la vie, 2 âges, typiquement dans la relation entre les adultes et les enfants, par exemple. Et donc, la reconnaissance, si on conçoit cette relation comme réciproque, a un fondement qui rend possible la possibilité de s'entendre. Donc, c'est la reconnaissance qui repose sur quelque chose qui la fonde. Et il se trouve que c'est la vérité. C'est-à-dire, on ne peut reconnaître, c'est-à-dire s'accorder sur le fait que c'est bien fondé, que si ce que l'on reconnaît est vrai, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là-dessus que je voudrais, si vous permettez, insister un petit instant. Parce que la vérité se décline évidemment de multiples manières. Tout ce qui... Est-ce que le son est assez bon? Oui, j'ai l'impression que c'était un petit peu faible, alors je demandais à le monter un peu. Je peux aussi rapprocher, je peux faire comme Johnny, je vais lécher le micro. Si vous voulez. Ça me répugne. Donc, encore une fois, dans le geste de la reconnaissance, on valide d'une certaine manière une revendication.
Et c'est la revendication d'une certaine vérité, la vérité d'un être, d'une manière d'être, mais aussi des vérités d'autres ordres, par exemple la vérité factuelle de ce qu'on constate, etc. On invite, au moment où on sollicite la reconnaissance, on invite un autre à tomber d'accord avec ce que nous considérons comme vrai. Et donc, il y a une sorte de validation réciproque qui intervient dans la reconnaissance. Et je voudrais insister un instant sur ces différentes dimensions de la vérité, parce qu'en fait, il y a trois principales. Il y a l'exactitude des faits. Là-dessus, on peut assez facilement tomber d'accord, je pense. Mais il y a aussi la justesse des normes. Les normes de comportement, ce que recouvre en général le mot moral. C'est-à-dire juger juste une certaine manière de recevoir ou de rejeter la revendication d'un autre relève évidemment d'un autre type de vérité que de constater avec l'autre tel ou tel fait comme réel. Eh bien, la troisième dimension, et la plus essentielle à mes yeux, de la vérité, c'est l'authenticité expressive. C'est-à-dire, entre le savoir-faire, il y a aussi ensuite le savoir-être qui doit être considéré comme une dimension essentielle pour être convaincant. Si je sollicite la reconnaissance, ben c'est toujours au titre de ces trois dimensions de la vérité, tantôt que je veux qu'on tombe d'accord sur un constat factuel. Ensuite, on voudrait être reconnu justement, c'est-à-dire la justesse devient dans ce cas une revendication comportementale, c'est-à-dire quelle est l'attitude qu'on peut juger juste, donc acceptable et puis reconnaissable comme fondée. Et ce qui à mes yeux est le plus important, c'est que dans la relation intergénérationnelle, ce qui compte le plus tôt, c'est l'authenticité expressive, puisque cette relation qui s'établit entre les parent, de l'adulte. Ou des deux? Des deux. Des deux. L'adulte a beaucoup de difficultés avec ça parce qu'on l'a quand même dressé pour camoufler dans certaines situations ce qu'il veut réellement dire. Les enfants sont peut-être plus directs. Mais les enfants sont extraordinairement sensibles, même à leur insu, à cette authenticité expressive. Parce que leur mode d'être est construit sur un élan d'imitation. Je pense que la première relation à établir avec la jeune génération vient de ces jeunes eux-mêmes qui entrent dans un rapport d'imitation. Et lorsque ce qu'ils considèrent comme inauthentique les gêne, les blesse, quand les adultes ne sont pas ce qu'ils prétendent être, eh bien là, ce lien ne peut pas s'établir, puisque le lien mimétique est un lien de validation réciproque. Et donc, c'est à partir de ce type de constat que je poserai la question de l'évolution de cette relation. C'est-à-dire comment, par exemple, dans la famille d'abord, à l'école ensuite, et dans l'entreprise. Ce sont les trois moments de formation des jeunes générations. Il ne faut pas oublier l'entreprise après l'école. Mais comment, dans ces trois phases de l'existence, se produit cet effet de reconnaissance et de validation réciproque. Et je pense que pour analyser ce phénomène, il est très utile de se demander si l'accord recherché porte sur des faits ou sur des normes comportementales, ou sur l'authenticité expressive. Alors, est-ce que ce que je dis là est déjà compréhensible et acceptable? Par moi, je le valide. Maintenant, si vous voulez interagir, évidemment, avec grand plaisir, vous prenez la parole quand vous le souhaitez. Mais ce que ça m'amène... Oui, oui, dites-moi. Non, vas-y. Non, ce que ça m'amène dans mon rebond, en réalité, Agnès Wiesmann, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu entendre et qu'on va continuer à traiter ensemble dans les échanges. C'est d'une certaine façon ce que aujourd'hui la jeunesse ou les jeunesses, parce qu'on a bien entendu qu'il n'y avait pas une seule jeunesse évidemment, les jeunesses peuvent attendre des enjeux planétaires, climatiques, et donc de ce qu'ils attendent d'un changement total
d'une rupture absolue des comportements pour pouvoir essayer de sauver une planète qu'il semble peut-être perdue. Enfin, en tous les cas, il y a cette anxiété qui règne. Et comment on arrive à s'entendre avec une génération en place qui, elle, est dans un modèle de société et un système qui fonctionne. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans cette reconnaissance là, c'est si on rajoute cet élément-là de la vérité, tel que vous dites. La jeunesse, les jeunesses partent de chiffres, de données, rapport du GIEC, des informations factuelles qui sont vraies. Et alors, de quelle vérité on parle? Celle de l'exactitude. Et questionne peut-être notre authenticité à vouloir voir la réalité en face. Et c'est là où est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose dans cette triangulation des vérités dont vous parlez qui pose un problème de reconnaissance de génération? C'est absolument essentiel de ne pas tomber dans le panneau qui consiste à identifier d'emblée ce que les jeunes disent avec ce qu'ils ressentent et pensent. Parce qu'il y a un déplacement inévitable dans ce que nous manifestons, de nos angoisses par exemple, parce qu'on les fixe sur des peurs, alors que l'angoisse existentielle n'est pas nécessairement assimilable à telle ou telle peur. Et donc le discours sur la catastrophe qui nous attend, le problème climatique, etc., qui est tout à fait fondé d'un côté, peut servir dans la revendication de reconnaissance de simples outils. C'est comme un moyen de pression qu'on exerce sur une génération dont on sent confusément qu'elle n'est pas au même diapason que soi-même. Mais alors, il ne faut pas considérer que ce qui est dit signifie directement ce qui est ainsi exprimé. D'où la nécessité de se doter d'une oreille plus fine pour savoir sur quoi porte le désaccord, pour pouvoir envisager les modalités d'un accord. Et là, ça suppose qu'on ne soit pas simplement fixé sur des contenus propositionnels. Ce que les jeunes disent, ce que les vieux disent, n'est pas nécessairement ce qu'ils veulent dire. Alors, il ne faut pas être psychanalyste pour se rendre compte que la névrose, ça existe, et on peut s'imaginer, penser et dire ce qu'on pense et dit, alors que ce n'est pas en réalité ce qu'on veut dire. Voilà. Donc cette distinction nous met dans l'obligation d'être beaucoup plus attentifs à la manière dont les choses se manifestent. Alors il y a des manifestations physiques, ça peut être même de l'agressivité. Mais si un enfant, par exemple, un jeune est agressif, je trouve que c'est tout à fait normal qu'un jeune adolescent, à certains moments, soit agressif à l'égard de son père. Alors il va chercher des raisons de le désavouer. Et le faire, il doit avoir l'intelligence de voir derrière le reproche qui lui est fait quelque chose qui est plus existentiel, qui n'est pas nécessairement ce qui est formulé. C'est ça que je veux dire. Et donc, les trois dimensions de la vérité qui fondent la possibilité de la reconnaissance sont utiles comme grille d'analyse de ce qui est visé. Est-ce que celui qui me contredit ou qui m'agace, qui me persécute de ses revendications, considère que je suis dans le faux quant aux faits? Ou est-ce que je suis simplement faux comme un être qui est faux dans l'expressivité? Est-ce que je suis celui qui sait être juste, reconnaître la justesse d'un comportement, une revendication? Eh bien, ça suppose quand même qu'on soit dans une relation plus réfléchissante, un peu plus attentive que si on réagit tout simplement à ce qui nous est proposé comme problème. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, aujourd'hui, Heinz Wiesmann, est-ce que vous avez une perception de l'attente de reconnaissance comme quelque chose de grandissant? On voit bien qu'il y a de plus en plus de causes régulières, sous l'effet aussi des réseaux sociaux, de l'accélération du temps, l'accélération des flux, qui fait qu'il y a de plus en plus d'émergence, d'attente, de reconnaissance des femmes, des Noirs, de différentes, on va dire, pour faire vite, minorités, qui attendent une reconnaissance. Est-ce que cette reconnaissance, il y a quelque chose à analyser philosophiquement de ce chemin qu'on est en train de parcourir, ou tout simplement, c'est un principe d'une certaine
réalité ou une certaine vérité qui fait qu'en fait, il y a des rapports de domination qui sont en train d'être remis en question. Et donc, pour cette raison-là, ça réapparaît dans différentes parcelles de la société parce qu'elle est en mutation. Enfin, selon moi, dans les revendications qui portent sur l'émancipation, c'est le changement de conditions, d'opprimé en quelque chose de reconnu, etc., eh bien, on a affaire à la revendication de justesse, justesse normative. Et ce qui se passe dans notre société contemporaine, c'est que cette réclamation de justesse normative est mise en avant par un nombre considérable de personnes qui se considèrent à juste titre ou pas, comme opprimées. Le mouvement décolonial, par exemple, qui peut se décliner dans le rapport homme-femme, comme entre les différentes races humaines, entre les gens qui sont blonds et les gens qui ont des cheveux noirs. Alors on peut pousser le bouchon de plus en plus loin en disant que je campe sur ma différence et je veux que cette différence soit reconnue, puisque c'est juste. La réclamation dans ce cas porte uniquement sur la norme. Maintenant, la question est de savoir si l'être qui réclame le respect de la norme est réellement, et ça se juge au niveau de l'expression de sa revendication, de l'authenticité, ce qu'elle revendique, est-ce qu'elle est réellement recevable? Parce qu'il y a des gens qui se servent tout simplement de cet outil de revendication. Et en fait, ils sont fauchetons. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un véritable problème de déchiffrement des revendications de reconnaissance. Et accorder la reconnaissance ou la refuser de manière brutale, immédiate, réactive, eh bien, ça fait que les choses ne font qu'empirer. Et là, il y a vraiment un appel à l'intelligence. Et tout ce que moi je peux faire, c'est de dire, il y a quelques outils dont on peut se servir pour mieux comprendre ce que la revendication qui nous est adressée recouvre, mais aussi de mieux comprendre comment nous pouvons faire droit à cette revendication. Sur quel niveau, sur quelle facette de la vérité, que je dirais, on joue. C'est ça un peu ce qu'on pourrait commencer à décliner quand on prend des jeunes, par exemple, qui s'angoissent face à l'évolution du monde tel que les adultes l'ont causé. Il est parfois tout à fait évident que ce qui se dit ainsi n'a rien à voir ni avec le climat, ni avec l'épuisement des ressources naturelles. Ça peut avoir une relation avec une angoisse intérieure qu'il s'agit plutôt de reconnaître pour ce qu'elle est. Et là, il y a un travail d'intelligence. On ne peut pas trouver des recettes, on ne peut pas simplement dire, voilà, ce sont des revendications, puisqu'elles existent, elles sont justes. Je ne crois pas que les revendications soient justes par leur simple existence. Elles sont à interpréter. Et cette relation critique, il faut l'appliquer à soi-même aussi. Parce qu'on veut aussi se faire reconnaître par notre progéniture, ce n'est pas à sens unique. Il y a quelque chose de réciproque à installer, ce que j'appelle l'accord. Eh bien, ça suppose qu'on analyse aussi bien, on pousse à analyser ce que la jeunesse nous lance à la figure, et en même temps, il faut analyser notre propre réaction, qui peut être tout aussi fausse qu'elle est juste en apparence. Voilà. Lorsque vous dites ça, d'une certaine façon, le constat du devenir de la planète, on sait bien qu'il y a une montée des températures, on sait bien qu'il y a des vérités de chiffres qui sont posées, factuelles. Absolument. Comment on pose ce distinguo justement pour reconnaître et être reconnu par les jeunes générations aujourd'hui, à la fois parce qu'au travers de ce que vous dites, on pourrait se dire que, bon, finalement, on est dans une sorte de sourire par rapport à la cause réelle qui est factuelle, celle dont vous parlez, et puis dire, bon, mais finalement, ça résonne aussi sur une autre vérité intérieure qui fait que ton anxiété, tu la remplis par la fin, la fin du monde. Comment lui montrer qu'en fait, on n'est pas dans un cynisme non plus, et qu'il y a une reconnaissance posée
dans cet accord dont vous parlez? Justement, à partir du moment où on est conscient que, par exemple, une référence factuelle peut être utilisée et instrumentalisée pour signifier tout à fait autre chose dans un désaccord qui s'instaure et qui doit déboucher ensuite sur un accord si on fait bien les choses, ce qui n'arrive pas toujours. Eh bien, dans ce cas, il faut d'abord clairement identifier ce sur quoi on peut tomber d'accord. Par exemple, sur le fait que la température globale de l'atmosphère est en train de monter. Mais ça ne produit pas encore les effets anxiogènes, etc., qui se greffent dessus. Ça relève d'une autre dimension. Et donc, il faut que la vérité dans la relation qu'on entretient avec nos interlocuteurs jeunes soit le fil conducteur de tous nos raisonnements et comportements. C'est un peu ça le plaidoyer que je fais. Il ne faut pas tomber dans le panneau parce que sinon ça devient une sorte de bras de fer dans lequel celui qui est le plus habile va provisoirement l'emporter. Et ça peut être le jeune. Parce que les jeunes, il ne faut pas les sous-estimer. Ah non, ils sont aussi tordus que nous. Parfois tordus à leur insu. Il faut aussi que notre intelligence de la vie, puisqu'on a accumulé quand même des déboires en nombre, nous permettent de mieux comprendre, parfois avec un sourire intérieur et parfois aussi avec une réelle sollicitude, qu'on a affaire à quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer de manière convenable, qui ne dit pas réellement ce que c'est. Et donc, la gêne, la vague gêne qui nous saisit quand on voit la petite Suédoise là devant l'Assemblée nationale, l'Assemblée, l'ONU, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Je ne sais même plus comment l'ONU s'appelle. Vous parlez de Greta Thunberg oui, à l'ONU? Oui, je veux dire, à la longue, je veux dire, moi, je serais son père, je lui aurais dit, écoutez, mettons-nous d'accord sur un comportement qui est plus adéquat, parce que ce que tu exprimes, parce que c'est une question d'expression, est totalement instrumentalisé. Là-dessus, on peut me pendre, mais j'admets cette hypothèse, je la ressens vaguement, mais ça reste à vérifier. Et c'est cette vérification qui est nécessaire, sinon on tombe chaque fois à côté de ce qui est réellement en jeu. Et est-ce qu'on ne l'est pas tous instrumentalisés d'une certaine façon est-ce qu'on ne l'est pas tous instrumentalisés? Et oui. Une autre question qui me paraît intéressante de saisir, quand on parle de la valeur du lien, Heinz Wiesmann, est-ce que c'est important de garder le lien entre les générations quand on entend les si grandes différences de point de vue qu'on peut exprimer selon les âges de la vie dans lesquels on est, et on le voit bien depuis ces quelques jours, il y a tant de regards, tout ne se vaut pas, mais on voit bien qu'on est tous fruits d'un moment, d'une génération, d'une abscisse, d'une ordonnée, d'une géographie, d'une histoire. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que ce lien est important ou à chacun d'investir son temps? Le lien est consubstantiel de notre existence humaine, c'est-à-dire on ne peut réellement exister en tant que personne que dans l'horizon d'une reconnaissance que nous recherchons. Le regard croisé est la condition même de l'existence humaine. Un être humain qui est tout seul, d'ailleurs il ne parlerait même plus parce qu'il ne s'adresserait plus à personne, il va finir par devenir quelque chose de non humain. Donc l'être humain est à la recherche du lien. Ça commence très tôt dans la vie, mais selon des modalités qui varient. C'est pour ça que j'ai introduit les différents niveaux de vérité dans la reconnaissance. Mais sans cela, aucun être humain ne peut vivre. Et donc, entre adultes, on a le même problème de reconnaissance. Entre hommes et femmes, on a le même problème de reconnaissance qu'entre adultes et jeunes. Je veux dire, ça se décline de différentes manières, mais le lien, la question même du lien est réglée d'avance. Le lien est essentiel. Sans le lien, rien n'est possible, ni pour une personne en tant qu'individu, ni pour la collectivité qui doit quand même vivre ensemble et se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs qui sont soit du côté de l'exactitude d'un constat qu'on fait tous, là c'est un accord simple,
relativement simple. Avec les fake news, ça devient plus problématique. Mais ensuite, se mettre d'accord sur ce qui est juste, par exemple. Ça, c'est le débat politique au sens le plus large. Qu'est-ce qui est juste? Et ensuite, on se demande, mais quelle est la personne qui incarne le mieux la volonté de faire prévaloir la justice? Et là, on est encore dans un autre niveau, qui est celui de l'authenticité expressive. Il suffit d'écouter les commentaires quand les hommes politiques prennent la parole pour s'apercevoir qu'on les juge tantôt sur leur capacité de dire ce qui est exactement le cas, tantôt sur la capacité de faire prévaloir tel type de justesse au détriment de telle autre justesse, opposée donc idéologiquement. Et ensuite, on se pose la question, mais est-ce que cette personne, est-ce que ça sonne faux? Dans la campagne électorale, on a eu comme ça des commentaires qui ne portaient pas sur le contenu, mais sur la manière dont le contenu était exprimé. Et pour créer du lien, que ce soit entre êtres humains adultes ou entre adultes et enfants, il est indispensable de savoir à quel niveau l'accord peut être scellé. Est-ce que vous souhaitez poser une question à Heinz Wiesmann? Vous pouvez oser. Il n'empêche que moi, j'ai une autre question, Heinz Wiesmann, par rapport à ce que vous abordez. Il y a un philosophe allemand qui est Axel Honneth, qui a travaillé sur ces sujets de reconnaissance et qui avait questionné le fait de sortir d'une société du mépris. C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, et peut-être on va arriver sur ce point-là avant de questionner aussi sur la société dans laquelle on est et la valeur de la planète et tout ce vers quoi on veut encore cheminer. Cette société du mépris, est-ce que vous avez l'impression que l'on est dedans, que c'est elle qui est finalement le brouillard qui nous empêche de voir les différentes vérités dont vous venez de parler et qui peut nous empêcher d'être dans cette société de reconnaissance à laquelle on pourrait aspirer pour tisser le lien intergénérationnel? Tout d'abord, le livre d'Axel Honneth, c'est moi qui l'ai fait traduire et je l'ai publié dans ma collection aux éditions du Cerf, tellement ça me paraissait important. Mais il y a un point sur lequel je n'étais pas d'accord avec lui, parce que ça, c'est un peu gros de dire il y a une société du mépris qui pourrait être remplacée par une société de la reconnaissance. C'est trop simple comme proposition. L'humanité est toujours et dans le mépris et dans la reconnaissance. Et on bascule sans arrêt, et ça depuis des millénaires, entre les deux attitudes. Donc notre société n'est pas plus une société de mépris ou pas plus une société qui revendique la reconnaissance, puisque ça a toujours existé. La question à poser, selon moi, c'est la question, et là je suis d'accord avec Honneth, des modalités de ce que lui, à la suite de Habermas, appelle le consensus. C'est dans le débat que le livre a suscité, on a confondu le consensus avec le compromis. Or, le compromis, c'est justement ce qui ignore la vérité de ce qui est revendiqué et ce qu'il s'agit de valider. Puisque dans le compromis, chacun en rebat de ses prétentions. Il y a une sorte d'expression affaiblie de ce qui est recherché, à savoir l'accord. Donc le consensus, c'est un horizon de revendication qui n'est jamais totalement atteint. Ce n'est pas une chose qu'un Parlement pourrait réaliser. Et c'est pour ça que c'est un peu illusoire d'exiger des adultes de régler les problèmes du monde parce que ça angoisse les jeunes. Ça angoisse autant les adultes. Et donc, entre les deux angoisses, il doit pouvoir y avoir un accord de reconnaissance. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, dans le cas, ça c'est un peu de la philosophie, donc j'hésite, mais dans le cas d'Axel Honneth, qui était l'élève de Habermas, et Habermas est le philosophe de l'éthique communicationnelle, et tout ce que je raconte là, ça relève de l'éthique communicationnelle. C'est-à-dire, quelle est la modalité, ce que vous appelez le lien, la reconnaissance, quelle est la modalité de ce processus communicationnel? Et ce n'est que comme ça qu'on peut rendre justice à la problématique. Parce que si on coupe court
aux questions portant sur les modalités de la communication réussie. Qu'est-ce qui est, par exemple, une communication réussie entre un père et son fils? Ça se mesure à quoi? Eh bien, ça va, grâce à la reconnaissance échangée dans ce rapport mutuel, ça va à un certain moment être constaté. Mais je veux dire, il est très difficile d'en donner la recette, puisque c'est d'une diversité absolument abyssale. La quête de reconnaissance qui est consubstantielle même à notre aspiration religieuse d'être sauvé. Il y a une religion qui veut que Dieu reconnaisse les siens, comme on dit, eh bien, elle exprime exactement ce qui est l'aspiration commune de l'humanité depuis toujours. Et Dieu peut être parfaitement remplacé par le voisin. Moi, je soutiens toujours que la relation qu'on entretient avec le Sauveur, quand on se demande, mais comment faut-il faire pour qu'il me reconnaisse, c'est-à-dire pour qu'il me juge digne du salut? Eh bien, ça définit un type d'humanité que j'essaie d'incarner et dont je cherche l'équivalent chez mon voisin pour pouvoir bien m'entendre avec lui. Et donc là, ça se mettent en place des accords qui sont donc basés sur un certain nombre de choix. Et dans le cas de la religiosité, c'est pas factuel. Et c'est en grande partie lié à la justesse, mais c'est essentiellement expressif, authentique. C'est-à-dire, est-ce que je suis authentiquement celui qui se présente comme digne d'être reconnu et donc sauvé? Du coup, la relation religieusement formulée verticale devient une relation horizontale que j'entretiens avec des êtres que je reconnais parce qu'ils correspondent dans leur manière d'être à ce que je juge être digne d'être sauvé. C'est comme ça que je raisonnerai. Et Habermas, il raisonne comme ça, et Axel Honneth aussi. Et pour le dire avec un exemple plus simple, Honneth soutient quand un syndicat, par exemple, invite ses adhérents à défiler dans la rue pour revendiquer une augmentation du salaire. Il suffit d'avoir l'oreille un tout petit peu plus fine pour comprendre qu'en réalité, à travers cette revendication, il exige une reconnaissance. Et donc, comment peut-on exiger une reconnaissance si on n'inscrit pas cette exigence dans quelque chose de factuel? C'est ça le problème. Si je me promène dans la rue en disant justesse, 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 c'est-à-dire rémunération juste, c'est une facette de la justesse. Mais l'ouvrier qui défile, il a d'autres choses à revendiquer. Et Honneth montre très bien que analyser les mouvements sociaux, les gilets jaunes, c'est parfait comme exemple, analyser les mouvements sociaux en prenant les revendications à la lettre. Les gilets jaunes, ce n'est pas seulement le prix du carburant, c'est tout à fait autre chose qui s'exprime. C'est ça, en gros, ce que j'essaie d'appliquer aussi à la relation entre générations. C'est comme les adultes entre eux, les politiques avec ceux qui les contestent. C'est tout ce qui, dans une société, tourne autour de la question, mais viscérale et, je dirais, capitale de la reconnaissance. Moi, par exemple, en parlant, j'ai besoin de votre reconnaissance. Donc, je fais toutes sortes de choses, je le fais plus ou moins consciemment, mais destinées à trouver votre approbation. Essayez de convaincre que quelqu'un, par exemple, relève de ce processus. Le lien entre générations doit s'établir sur ce mode-là, indépendamment des contenus. Monsieur, dans cette recherche d'approbation et dans ce dialogue intergénérationnel, qu'est-ce que vous voulez poser comme question à Heinz Wiesmann? Que le grand mot, en effet. Merci déjà pour tout ça. Vous disiez tout à l'heure justement que c'était une question de communication et que parfois il suffit simplement de tendre l'oreille pour aller au-delà de ce que la personne dit. J'ai quand même l'impression que c'est peut-être un peu plus complexe que ça et qu'il faut des compétences ou un certain bagage de compétences pour être en capacité de vraiment écouter l'autre. Ça peut être l'écoute active notamment. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a tous et toutes les compétences pour vraiment être dans l'écoute et pour reconnaître l'autre? Et quel type de compétences il faudrait justement pour tendre l'oreille? Alors là,
je serais tenté de vous dire qu'il y a des adultes façonnés par l'expérience de leur vie qui peuvent être tellement à côté de leur pompe qu'il est pratiquement impossible qu'ils établissent l'accord vrai avec leur propre progéniture. Il faut aussi voir les choses sous cet angle. Quelqu'un qui a une expérience de la vie suffisante pour connaître tous les pièges de la communication avec autrui, il est peut-être mieux à même pour établir cet accord avec un jeune qui revendique ce qui lui revient. Mais rien n'est donné d'emblée. Il me semble qu'il y a un travail de réflexion sur ce qui nous paraît exact, juste ou authentique, qui doit être mené régulièrement. C'est une sorte de prise de conscience sans laquelle, en effet, on est peut-être trop simpliste. On réagit à chaud, on est victime de ce qui est simplement à la surface intelligible, mais pas en profondeur. Donc la réponse à la question du jeune homme, c'est si on revient sur cette idée d'exactitude, cette idée de jeunesse, cette idée de justesse, pardon, elle m'obnubile la jeunesse, d'exactitude, de justesse et d'authenticité, à toujours se questionner sur ces 3 points permet d'avoir une sorte de grille de lecture pour avoir une réponse. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, mademoiselle. Oui, ok. Alors bonjour. Tout à l'heure, monsieur Hans Wiesmann, vous nous parliez de la position des jeunesses par rapport à très rapidement, par rapport du coup à la cause de la planète. Mais si pour continuer, sachant que je suis assez jeune, pour continuer cette discussion intergénérationnelle, qu'est-ce que vous pensez par exemple de ce combat qu'on peut mener aujourd'hui les jeunes, par exemple pour le féminisme? J'ai pas entendu le dernier mot. Le féminisme. Le cubinisme. Non, le féminisme. Le cuménisme ne les intéresse pas vraiment. C'est générationnel. Le féminisme. Non, mais là, la réponse découle de tout ce que j'ai dit jusqu'ici. C'est-à-dire, les femmes sont dans une revendication qui vise un accord qui est scellé par la reconnaissance. Et il s'agit de savoir quoi doit être reconnu. Si les femmes sont féministes de manière vague et globale et agressive, par exemple, il ne faut pas qu'elles comptent sur une reconnaissance articulée. Il y aura probablement des tensions qui naissent de ça. Mais un féminisme qui sait dire en quoi les femmes ont le droit de revendiquer, à partir de faits incontestables, de la justesse dans les relations, ça commence par la rémunération des femmes dans leur emploi, quoi. C'est aussi basique. Mais ça va encore au-delà quand on a les problèmes maintenant d'harcèlement sexuel, toutes ces choses qui préoccupent beaucoup les gens, avec certains hommes qui soutiennent que l'homme, s'il est viril, est nécessairement harceleur et agressif. Enfin, toutes ces choses-là. Là, on est au niveau de l'authenticité expressive. Quand on fait la cour, un homme fait la cour à une femme. Mais qu'est-ce qui correspond à ce qui peut être reconnu comme valide? C'est l'authenticité expressive. Si vous permettez, je vous raconte une petite histoire qui illustre ça parfaitement. Moi, j'ai été, à l'époque de Jacques Lang, j'avais été convié au ministère de l'Éducation nationale pour m'occuper du développement de l'enseignement des langues étrangères. Et quand Jacques Lang m'a reçu, il m'a expliqué ce qu'il voulait et je lui ai dit, mais vous savez, les langues étrangères, ça n'a pas de sens de vouloir les apprendre si on ne sait pas sa propre langue maternelle. Sinon, il n'y a pas les passerelles nécessaires pour reconnaître ce qui, dans une autre langue, est vraiment digne d'être appris. Il faut partir de la langue maternelle. Il m'a dit, que voulez-vous dire? Alors, je lui ai dit, voilà, nous avons des communautés de jeunes défavorisés, comme on dit, qui ne disposent que de 600 mots.
et qui forment des communautés dans lesquelles il y a une espèce de règle expressive qui fait qu'on n'a pas le droit de dire les choses autrement que tout le monde les dit. Ça crée une sorte de petit ghetto mental. Et quand un jeune qui est donc handicapé du point de vue de la langue tombe amoureux d'une copine de classe, par exemple, il voudrait lui déclarer sa flamme, il ne trouve pas les moyens expressifs. Par exemple, ce qu'on appelle les travaux d'approche, c'est-à-dire trousser un joli compliment, faire une blague qui plaît, etc. Tout ça, non. Il va finir par l'attraper par les cheveux et par la violer dans les chiottes du bahut. C'est bizarre tous ces mots dans votre bouche, mais je vois ce que vous voulez dire. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez dire ces mots. Je voulais provoquer ce bien-pensant de ministre. Là, alors, il m'a regardé avec des yeux comme ça et il m'a dit, mais on ne m'a jamais parlé comme ça de la violence dans les banlieues. Et je lui ai dit, mais il y a de la violence matérielle, c'est évident, ça c'est des faits. Mais il y a une autre violence qui est symbolique, qui relève donc de l'appréciation de ce qui peut être revendiqué authentiquement. Moi, je veux être reconnu, aimé, dans le cas qui nous préoccupe, en tant que moi-même et pas en tant que, je sais pas, quelqu'un qui est animé par des pulsions qui appartiennent en principe à tout le monde. Je veux être reconnu en tant que moi-même. Et là, il faut se donner le moyen. Et alors, un autre discours que je tiendrai, mais on n'a pas le temps. On va terminer là-dessus. Porte sur la nécessité d'éduquer les jeunes générations, parce que là, il ne faut pas non plus abdiquer. Il faut les éduquer de manière à ce qu'elles soient capables d'accéder aux 3 niveaux de vérité avec une conscience. Et à l'école, c'est intéressant parce qu'on apprend d'abord des choses, ensuite on apprend des comportements, des savoir-faire. Mais quand on aborde la littérature, par exemple, pourquoi on lit des romans, pourquoi au lycée ensuite on s'occupe de choses aussi compliquées, c'est qu'il s'agit de savoir-être. Et donc d'expressivité, et pas du contenu, peu importe que l'auteur décrive un larbin ou un maître ou un criminel ou un aventurier, c'est l'authenticité qui compte. Et c'est elle qui suscite la reconnaissance, et la reconnaissance produit un accord qui apaise notre besoin viscéral d'être reconnu. C'est comme ça que je verrai les choses. Voilà. Merci Jens Wiesmann. Merci beaucoup. Merci une dernière question très rapidement alors, parce qu'on est déjà en retard. Okay, non, très rapidement. Tout à l'heure, vous établissiez le fait qu'il y avait différentes vérités et qu'elles étaient dues à différentes caractéristiques et visions de l'individu, mais qu'il restait quand même une partie de la vérité qui était établie et factuelle. Or, aujourd'hui, je ne sais pas dans la salle, mais par exemple, on va dire, oui, la planète se réchauffe. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord, dû à toutes les infox, dû à toutes les théories du complot auxquelles on fait face. Et ma question, c'était de savoir comment continuer d'être dans un dialogue quand même cette vérité établie, factuelle, n'est plus. Oui, c'est le minimum requis. Il faut déjà être d'accord sur les faits avant qu'on discute de ce qui est juste, et voilà, les autres niveaux se superposent. Or, discuter des faits, ce n'est pas une mince affaire. Évidemment, là, il faut se donner les moyens, et puis il y a aussi des tordus qui, pour des raisons qui leur sont propres, préfèrent à des faits établis, des faits inventés. Alors, comment se prémunir contre cela? C'est tout un travail que nous avons à faire. Ne pas tomber dans l'erreur qui consiste à prendre pour argent, pour comptant, ce que racontent les complotistes. Mais moi, je me demande toujours, un complotiste souffre de quoi pour être complotiste? C'est qu'avec le peu de choses qu'il sait, il n'obtient pas la reconnaissance. Mais en étant complotiste, il peut compter sur la complaisance de gens qui sont dans la même difficulté que lui, pas assez instruits, pas assez au fait des choses. Et donc, il va y avoir une reconnaissance entre gens qui sont ensemble d'accord pour être dans le faux. Et ça, il faut absolument aussi le distinguer de la recherche d'un accord qui porte sur la vérité du fait. Hier, et merci beaucoup à Jens Wiesmann, hier, on a eu une table ronde sur la question
de l'information. Et en effet, le sujet, il y avait des scolaires qui étaient là, et le sujet a été abordé du complotisme et des fake news en montrant qu'en réalité, souvent, des gens qui avaient des chaînes YouTube ou qui propageaient du complotisme avaient un problème de reconnaissance dans leur propre existence. Merci infiniment pour votre lecture. Merci beaucoup, Hans Wiesmann. On se retrouve dans un instant pour la table qui suit autour de la valeur de la planète. Combien ça coûte? C'est dans 1 minute 30. Matrioshka.